Le matin du 10 mars 1945, sur le quai de débarquement du camp de prisonniers de guerre de Fort Dix, dans le New Jersey, les prisonniers japonais s'avançaient lentement, épuisés et encore engourdis par le voyage depuis le Pacifique. La neige crissait sous leurs bottes tandis que l'air glacé les frappait au visage. La rumeur des soldats américains affairés dans la course est mêlée au cliquetis des caissets métalliques et des camions transportant des provisions. Avant qu'on ne reprenne, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touchait. Assurez-vous d'être abonné, car demain je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial pour les hommes qui avaient survécu aux conditions épouvantables des camps japonais et aux batailles. Navales du Pacifique, la scène qui s'offrait à eux semblait irréelle. Sur les longues tables alignées dans le mess, on pouvait voir une abondance de nourriture que leurs yeux n'avaient jamais imaginée. Grandes marmites de ragoût de bœuf et de légumes, piles de pain blanc, fromagers, les œufs, conserves de fruits, et même du beurre frais. Chacun des prisonniers allait bientôt recevoir un plateau chargé de rations, totalisant près de 5000 calories par jour. Un chiffre inimaginable pour des hommes dont l'alimentation quotidienne avant capture oscillait entre 1200 et 1400 calories, souvent à base de riz sec, de légumes salés et de poissons séchés. À peine avait-il commencé à prendre place sur les bancs de bois que le choc devint presque palpable. Ichiro Tanaka, un ancien sous-lieutenant de la marine impériale, se figua devant le plateau qui lui était présenté. 2 œufs brouillés, une tranche de jambon, un morceau de pain grillé, du lait et une portion de fruits frais. Il murmura à son voisin. « Est-ce cela, vraiment ce que nous allons manger ?» Son compagnon, un pilote rescapé du porte-avions, Zuikaku, secoua la tête, incapable de formuler un mot. La logique de la guerre japonaise, où le rationnement strict et la pénurie étaient perçus comme normaux, venait d'être complètement contredite. Le contexte historique rendait cette expérience encore plus frappante. Depuis le déclenchement de la guerre, la propagande impériale avait inculqué à chaque soldat japonais l'idée que l'ennemi américain vivait sous des conditions de pénurie, affaibli par l'éloignement de ses bases et la difficulté de l'approvisionnement transocéanique. Les manuels militaires japonais affirmaient que l'Amérique, en raison de sa population élevée et de ses distances colossales, ne pouvait nourrir ses troupes correctement sur plusieurs fronts simultanément. Pourtant, les tableaux devant eux montraient exactement le contraire. Les camps de prisonniers américains étaient un des microcosmes logistiques où la planification industrielle et la capacité de production transformaient en l'abondance en routine. Le choc ne venait pas seulement de la quantité. La variété et la qualité de chaque repas étaient également stupéfiantes. Dans les cuisines, des hommes en tablier blancs manipulaient des machines automatiques pour trancher le pain, cuire les rôtis et préparer des légumes vapeur. Des systèmes de réfrigération maintenaient la viande et le lait à température constante, alors que dans les îles du Pacifique, les prisonniers japonais avaient souvent consommé du riz et du poisson séché pendant des semaines sans aucun moyen de conservation. Des témoins rescapés décriront, plus tard que la présence de lait frais et de beurre, aliments quasiment introuvables, dans leurs rations habituelles, leur donne une impression de prodige. La psychologie du choc alimentaire était renforcée par les contrastes directs avec leur vécu. Dans de nombreux camps japonais, la ration quotidienne pour un soldat oscillait entre 1200 et 1400 calories, souvent distribuées sous forme de riz compacté et de quelques légumes salés. La carence en protéines et en vitamines entraînait une fatigue chronique, une perte de poids et des maladies telles que le scorbut et la pélagrée. À Fort Dix, chaque prisonnier avait accès à des repas complets composés de 5000 calories réparties sur 3 repas, un chiffre suffisant pour reconstruire rapidement la masse corporelle et restaurer l'énergie.
Le simple fait de voir un cuisinier américain poser un plat chaud devant un ancien pilote japonais déclencha des interrogations profondes sur l'organisation et la technologie américaines. Comment un pays en guerre pouvait-il produire quotidiennement de telles quantités de nourriture? Et surtout, comment pouvait-il les distribuer sans pénurie, même dans un camp éloigné de la côte? Les calculs logistiques étaient stupéfiants. Pour nourrir les prisonniers à ce niveau, il fallait non seulement des approvisionnements constants venant de multiples régions, mais aussi des infrastructures de stockage, de cuisson et de distribution conçues avec une précision industrielle que les ingénieurs. Chaque élément du repas racontait une histoire de planification et de suprématie industrielle. Le pain, toujours frais, venait de forces construites pour produire plusieurs milliers de miches par jour. La viande et les produits laitiers étaient conservés dans des chambres froidées avec des générateurs fiables. Les légumes et les fruits étaient préalablement lavés et cuits pour éviter les pertes. Le lait et le beurre provenaient de la production locale organisée pour garantir une distribution constante. Ces chocs initiaux, sensoriels et concrets, marquaient le point de départ d'une remise en question psychologique durable. Les prisonniers japonais, formés à percevoir l'Américain comme un ennemi faible et affaibli, réalisaient qu'il faisait face à une nation capable de planifier et d'exécuter une logistique complexe avec une efficacité qui dépassait largement leurs attentes. Les premiers repas à 5000 calories par jour n'étaient pas seulement des repas. Ils étaient des preuves vivantes que la propagande japonaise avait menti sur la faiblesse de l'adversaire. Le lendemain du premier repas, les prisonniers japonais commenceront à comprendre que l'abondance offerte n'était pas un incident isolé. Les officiers américains avaient établi un système de distribution quotidien strict, basé sur la production industrielle et la planification logistique. Chaque matin, avant le lever du soleil, des équipes de soldats s'affairaient dans les cuisines pour préparer les repas de la journée. Les fours électriques et les marmites géantes étaient réglés selon des programmes précis. Les cuisiniers mesuraient chaque portion, de manière à garantir que chaque prisonnier reçoive exactement les 5000 calories prescrites par jour. Les produits frais, soigneusement conservés dans des chambres froides, étaient livrés à l'avance depuis les fermes locales et les entrepôts de la région. La précision de cette opération stupéfia les prisonniers japonais, habitués à des systèmes de rationnement rudimentaires, où l'approximation et la pénurie étaient la norme. Ichiro Tanaka observe les balais des cuisiniers et des aides de cuisine. Les hommes en tablier blancs se déplaçaient avec une efficacité quasi-militaire, chacun connaissant sa tâche exacte. Les légumes étaient lavés dans l'eau courante, découpés par des machines, cuits à la vapeur selon un calendrier précis et répartis en portions uniformes. Le pain, fabriqué sur place dans des fours industriels, sauté doré et chaud, sans interruption, prêt à être tranché et servi. Lait était distribué à température constante, le beurre emballé individuellement, et les fruits soigneusement lavés et épluchés. Chaque détail était pensé pour maximiser la nutrition et réduire le gaspillage. Les prisonniers japonais, qui avaient vécu des années de rations limitées et d'ingéniosité forcée pour éviter la faim, se trouvaient devant une démonstration d'organisation logistique d'une complexité qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le choc allait bien au-delà de la simple abondance alimentaire. Les prisonniers découvriront que chaque repas était calculé pour fournir un équilibre exact de protéines, de glucides et de lipides, un fait que les manuels japonais omettaient systématiquement. Les soldats américains utilisaient des tablets de composition nutritionnels élaborés par des diététiciens et des médecins pour s'assurer que chaque prisonnier reçoive suffisamment d'énergie pour maintenir sa santé, malgré les conditions d'incarcération. Le ragoût de bœuf et des légumes fournissait non seulement des calories mais également des vitamines essentielles. Les œufs, le lait et le fromage apportaient les protéines nécessaires pour reconstruire les muscles perdus.
le pain et les pommes de terre offraient des glucides complexes et pour l'énergie soutenue. Les prisonniers japonais, habitués à des régimes monotones à base de riz et des poissons salés, réalisaient avec stupéfaction qu'une nation en guerre pouvait non seulement nourrir ses propres forces, mais aussi maintenir des standards élevés pour des captifs ennemis. Chaque jour, les prisonniers recevaient des rations précises. Le petit déjeuner comprenait généralement 2 œufs brouillés, une tranche de jambon, une portion de pain grillé avec du beurre, du lait et des fruits frais. Le déjeuner consistait souvent en un sandwich garni de viande, de légumes et de fromage, accompagné d'une portion de salade, d'un dessert et de lait. Le dîner proposait un ragoût de bœuf et légumes, du pain, une portion de fruits et parfois du yaourt ou du fromage supplémentaire. L'ensemble représentait une moyenne de 5000 calories par jour, un chiffre qui dépassait largement les besoins énergétiques minimaux de nombreux soldats japonais capturés, et qui constituait un contraste dramatique avec les 1200 à 1400 calories qu'il avait consommées dans les camps japonais. La précision et la régularité de la distribution étaient renforcées par un système de comptage et de contrôle. Les officiers américains tenaient des registres détaillés de chaque prisonnier, notant l'apport calorique quotidien, les éventuelles carences et les besoins spécifiques liés à l'âge, au poids et à l'état de santé. Ces données étaient régulièrement vérifiées par des médecins du camp qui ajustaient les portions si nécessaires pour prévenir la malnutrition et les maladies. L'Organisation scientifique de l'alimentation des prisonniers stupéfiait les hommes japonais qui avaient toujours perçu la guerre comme un état de pénurie inévitable. La logistique américaine, fondée sur la planification centralisée, la science nutritionnelle et la production industrielle de masse, révélait une approche systématique de la guerre que les manuels japonais n'avaient jamais mentionnée. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Cela compte énormément pour nous. L'impact psychologique sur les prisonniers ne tarda pas à se manifester. Les hommes, au début incrédules, commencèrent à prendre conscience de la disparité entre la propagande reçue et la réalité concrète. Les enseignements militaires japonais avaient insisté sur la fragilité et l'incapacité de l'Amérique à soutenir un effort de guerre prolongé. La réalité, c'est pas abondance, est équilibrée, contredisait cette croyance. Ichiro Tanaka nota dans son journal personnel que pour la première fois depuis sa capture, il ressentait une confusion morale. Nous avons toujours cru que l'Américain était faible et affamé. Pourtant, il nous sert des repas que nous n'aurions jamais pu imaginer pour nous-mêmes, et chaque assiette est préparée avec soin. Les prisonniers commencèrent également à observer la discipline et la propreté dans le camp. Les dortoirs étaient chauffés, les lits correctement faits, les sanitaires régulièrement entretenus. Chaque prisonnier disposait de vêtements propres distribués selon un calendrier strict, souvent 2 fois par semaine. L'eau courante était abondante et potable, un contraste frappant avec les conditions des camps japonais, où le manque d'eau potable et l'hygiène rudimentaire favorisaient la propagation des maladies. Les prisonniers japonais comprirent rapidement que l'Amérique n'utilisait pas la punition ou la privation comme outil de contrôle, mais la planification et les soins pour maintenir la santé et la stabilité morale de ses captifs. Les échanges logistiques étaient également visibles dans les infrastructures de stockage et de préparation des repas. Les entrepôts du camp contenaient des réserves de plusieurs semaines de denrées alimentaires. Les chambres froides étaient équipées de systèmes fiablés de réfrigération et de ventilation pour garantir la conservation des produits frais. Les cuisins utilisaient des machins industriels pour pétrir le pain, couper les légumes et cuire les ragoûts. Chaque action, chaque outil était conçu pour produire des résultats constants et prévisibles, minimisant les pertes et maximisant l'efficacité. Pour les prisonniers japonais, habitués à des installations rudimentaires, souvent improvisées, la sophistication technique et organisationnelle de ces infrastructures était incomprehensible.
Un autre aspect frappant était la manière dont les prisonniers étaient traités par le personnel américain. Les gardiens et les officiers se montraient courtois et respectueux, répondant aux demandes de manière polie et rapide. Aucun abus physique ou verbal systématique n'était observé. Les prisonniers japonais, formés à craindre la brutalité dans la guerre, étaient stupéfaits par cette attitude. Ils commencèrent à comprendre que la puissance américaine ne se manifestait pas seulement par l'équipement militaire ou le nombre de soldats, mais également par une approche rationnelle et humaniste de la gestion des prisonniers. Les activités quotidiennes dans le camp renforçaient cette perception. Les prisonniers pouvaient participer à des ateliers de travail, des cours d'anglais ou des activités récréatives encadrées par le personnel américain. Les bibliothèques du camp offraient des livres et des magazines en japonais, ainsi que des journaux américains pour les plus avancés linguistiquement. Les prisonniers qui avaient été isolés dans des conditions extrêmes commencèrent à retrouver un rythme de vie régulier, soutenu par une alimentation abondante, l'hygiène et la sécurité physique. Cette normalisation progressive contrastait fortement avec la privation et le chaos qu'ils avaient connus auparavant. Chaque repas devenait une leçon silencieuse sur la capacité organisationnelle américaine. Les prisonniers observaient non seulement la quantité et la qualité de la nourriture, mais également la manière dont elle était distribuée de manière équitable et constante. Les registres détaillés, les systèmes de distribution automatisés et la prévisibilité des repas révélés en ordre est une planification que les Japonais associaient réellement à l'ennemi. L'abondance, loin d'être un acte de simple générosité, apparaissait comme une démonstration pratique de la puissance industrielle et logistique des États-Unis. Pour certains prisonniers, l'expérience est traduite par un changement profond dans la perception de la guerre et de l'ennemi. Les témoignages recueillis plus tard décrivent un sentiment de confusion mêlé à l'admiration et parfois à la honte. Le capitaine Kazuo Sakamoto, rescapé du porte-avions Shokaku, écrivit dans son journal « Chaque assiette que l'on nous tende est son avertissement silencieux. La guerre ne se gagnait pas seulement avec des épées ou des canons, mais avec l'ordre, la science et la planification. Nous avons été trompés par nos supérieurs, qui nous ont enseigné à mépriser un ennemi capable de nourrir ses captifs avec soin et constance. Les médecins du camp jouèrent un rôle crucial dans cette transformation psychologique. Ils effectuaient régulièrement des examens médicaux pour s'assurer de la santé des prisonniers, ajustant les rations en fonction des besoins individuels. Les carences nutritionnelles chroniques, fréquentes dans les camps japonais, disparaissaient progressivement grâce à l'apport de vitamines et de protéines adéquates. Les prisonniers commençaient à se rétablir physiquement, mais également mentalement. Le sentiment de privation, qui avait accompagné leur expérience dans le Pacifique, laissait place à une conscience aiguë de la supériorité organisationnelle et industrielle américaine. Le contraste entre la perception initiale et la réalité quotidienne du camp devint de plus en plus marqué. Les hommes qui avaient anticipé la faim, la punition et l'humiliation se retrouvaient nourris, soignés et logés dans des conditions que beaucoup n'avaient jamais connues avant la guerre. Cette dissonance cognitive entraîna des réflexions profondes sur la nature de l'ennemi et la réalité de l'industrie américaine. Les enseignements de l'armée japonaise, fondés sur l'idéologie et la propagande, s'effondrèrent face aux faits, observables. L'Amérique pouvait nourrir, soigner et maintenir des prisonniers dans un état optimal, même en temps de guerre. Les prisonniers observaient également l'efficacité des systèmes de cuisson et de distribution. Les ragoûts étaient préparés en grande quantité, puis refroidis, stockés et réchauffés selon un calendrier strict. Les portions étaient mesurées avec précision, et chaque prisonnier recevait exactement ce qui était prévu. Les systèmes de distribution étaient conçus pour éviter tout gaspillage et garantir que personne ne manque de nourriture. Cette méthodologie rigoureuse était totalement étrangère à l'expérience japonaise, où les rations étaient souvent distribuées selon l'appréciation d'un supérieur
et pouvait varier considérablement d'un camp à l'autre. Au fil des semaines, les prisonniers commencèrent à intégrer cette nouvelle réalité dans leur perception du conflit mondial. Ils comprirent que la puissance américaine ne résidait pas seulement dans ses armées ou ses armées, mais dans sa capacité à organiser et exécuter des systèmes complexes pour maintenir la vie et la santé de ses forces et de ses captifs. Ichiro Tanaka nota dans ses mémoires: la guerre que nous pensions connaître, faite de sacrifices et de privations, prenait une nouvelle formée devant nos yeux. L'ennemi ne se contentait pas de combattre, il nourrissait, soignait et organisait avec une efficacité qui dépassait notre compréhension. Cette prise de conscience transforma progressivement l'attitude des prisonniers. L'incrédulité initiale laisse place à l'adaptation et, pour certains, à l'admiration. Les routines quotidiennes du camp, les repas abondants et équilibrés, et la constance du personnel américain créant un environnement stable qui contrastait fortement avec le chaos et la pénurie auxquels ils avaient été habitués. L'expérience fit naître un respect silencieux pour la discipline et la prévoyance américaine, tout en renforçant le sentiment de vulnérabilité des forces japonaises, incapables de reproduire un tel niveau de planification et d'abondance. Les inspections régulières et les activités sanitaires renforçaient encore cette impression. Les prisonniers étaient soumis à des examens médicaux détaillés, leurs besoins nutritionnels évalués et ajustés en conséquence. Les maladies, autrefois endémiques dans les camps japonais, étaient traitées avec des médicaments modernes, souvent disponibles en abondance. Les infirmiers et médecins américains prenaient soin des prisonniers avec diligence, utilisant antibiotiques, vaccins et traitements appropriés. Le contraste entre cette approche et celle des hôpitaux militaires japonais, souvent sous-équipés et sous-alimentés, était saisissant. La constance de cette expérience quotidienne établit un cadre psychologique inattendu. Les prisonniers comprirent que la guerre ne se limitait pas aux batailles, mais que la capacité à soutenir la vie humaine, à planifier et à produire de manière industrielle constituait un facteur déterminant de puissance. Le simple fait de recevoir chaque jour 5000 calories de nourriture équilibrée, préparée et distribuée avec précision, devint un symbole tangible de cette supériorité. L'influence de cette expérience sur les prisonniers japonais allait au-delà de la simple admiration pour l'efficacité américaine. Elle modifia leur compréhension de la guerre, de la logistique et de la capacité industrielle. Les enseignements de l'armée japonaise, qui avaient insisté sur l'incapacité supposée des Américains à soutenir leurs forces et leurs prisonniers, furent complètement remis en question. Le contraste entre les prévisions idéologiques et la réalité pratique devint une leçon durable, gravée dans les mémoires des hommes qui survécurent à cette expérience. En conclusion de cette partie, de leur expérience, les prisonniers japonais commencèrent à intégrer progressivement une vision révisée de la guerre et de l'adversaire. La nourriture, loin d'être un simple besoin physiologique, devint un vecteur de compréhension de la puissance américaine. Chaque repas, chaque portion des 5000 calories distribuées avec précision et régularité, constituait une preuve tangible de la supériorité logistique et industrielle des États-Unis. La confrontation entre la propagande japonaise et la réalité du camp permit aux prisonniers de remettre en question leurs croyances, de reconnaître l'efficacité et la planification américaine et de percevoir la guerre sous un angle entièrement nouveau, où la capacité de maintenir la vie et la santé pouvait surpasser même la force militaire brute. Au fil des mois, la routine quotidienne dans le camp américain devint un repère stable et inattendu pour les prisonniers japonais. Chaque matin, les réveils sonnaient à l'heure prévue, et les hommes se levaient pour se laver, s'habiller et se préparer pour le petit déjeuner. Cette régularité, qui pouvait paraître anodine, représentait pour eux un changement radical par rapport à l'incertitude permanente qu'ils avaient connue dans les camps de captivité,
ou sur les théâtres d'opération, militaires japonais. Ichiro Tanaka, qui avait initialement ressenti un mélange de méfiance et de stupéfaction face à l'abondance des repas, commença à noter les effets psychologiques de cette constance, une diminution du stress, une meilleure récupération physique et un regain de concentration mentale. La simple certitude de recevoir chaque jour une alimentation complète et équilibrée influençait directement leur état d'esprit. Et certains prisonniers reconnurent qu'ils commençaient à percevoir la guerre et l'ennemi sous un angle totalement nouveau. Les repas eux-mêmes restaient le centre de cette transformation. Chaque portion distribuée était calculée pour fournir les 5000 calories quotidiennes nécessaires au maintien de la santé des prisonniers. Les rations comprenaient des protéines de haute qualité, des glucides complexés et des lipides essentiels. Le pain, le lait, les œufs et la viande étaient accompagnés de légumes frais et de fruits, garantissant un apport suffisant en vitamines et minéraux. Les prisonniers observaient attentivement la précision des portions, la régularité des horaires et la qualité constante des produits. Ces systèmes méthodiques contrastaient fortement avec les expériences passées, où les rations étaient souvent aléatoires, insuffisantes et dépourvues de variété. Le personnel américain jouait un rôle central dans cette organisation. Les cuisiniers, assistants de cuisine et superviseurs travaillaient selon des procédures strictes, garantissant la conformité de chaque repas aux normes établies. Des registres détaillés étaient tenus pour chaque prisonnier, permettant de suivre l'apport calorique quotidien, les éventuelles carences et l'état de santé général. Les médecins et infirmiers surveillaient attentivement les signes de malnutrition ou de fatigue, ajustant les rations lorsque nécessaire. Pour les prisonniers japonais, cette approche scientifique et systématique de la gestion alimentaire constituait une révélation. Elle démontra non seulement l'efficacité logistique des États-Unis, mais également la valeur stratégique d'une planification précise et rigoureuse dans la guerre moderne. La perception de l'ennemi évolua rapidement. Les prisonniers commencèrent à réaliser que les enseignements militaires japonais, qui les avaient préparés à mépriser la capacité de l'Amérique à soutenir ses forces, étaient fondamentalement erronés. Les repas abondants, les installations sanitaires, impeccables, et l'organisation méthodique de chaque aspect de la vie quotidienne dans le camp révélaient une puissance industrielle et une discipline logistique que les Japonais n'avaient jamais envisagée. Cette prise de conscience provoqua une introspection profonde chez certains prisonniers, qui commencèrent à reconnaître les limites de leur propre système et l'importance cruciale de la planification et de la production industrielle dans la guerre. Les effets psychologiques ne se limitèrent pas à l'admiration ou à la reconnaissance. Pour certains, la constance et la qualité des repas provoquèrent également une forme de culpabilité et de remise en question morale. Les prisonniers se rendaient compte que les États-Unis traitaient leurs captifs avec dignité et soin, malgré le conflit et les pertes humaines considérables. Cette humanité inattendue entra en conflit avec les croyances inculquées depuis l'enfance, selon lesquelles l'ennemi était cruel, impitoyable et incapable de compassion. Ichiro Tanaka écrivait dans son journal « Chaque assiette, chaque verre de lait, chaque fruit servi avec soin est une leçon silencieuse. Nous avons cru à la faiblesse et à l'inhumanité de l'ennemi, mais la réalité nous démontre le contraire. Le contraste avec les conditions vécues par les prisonniers dans les camps japonais ou sur les navires de guerre impériaux était saisissant, dans de nombreux camps japonais. Les hommes avaient été soumis à des régimes alimentaires, stricts, insuffisants et souvent monotones, composés principalement de riz, des légumes marinés et de petites portions de poissons salés. La consommation calorique quotidienne ne dépassait généralement pas 1000 à 1400 calories, entraînant fatigue chronique, affaiblissement physique et vulnérabilité aux maladies. La découverte des 5000 calories quotidiennes dans les camps américains fut donc un choc radical, révélant non seulement l'abondance américaine,
mais aussi la profondeur du retard logistique japonais. Au-delà, l'alimentation, les infrastructures et les installations du camp participaient également à cette leçon de puissance. Les dortoirs étaient propres, ventilés et chauffés, garantissant un environnement stable pour le repos et la récupération. Les sanitaires étaient bien entretenus, avec un approvisionnement constant en eau courante. Les vêtements étaient distribués régulièrement, souvent 2 fois par semaine, et maintenus propres grâce à des machines industrielles de lavage et de séchage. Les prisonniers japonais, habitués à des conditions rudimentaires, furent frappés par la constance et la prévoyance américaines. L'expérience montra que la capacité à soutenir la vie humaine de manière systématique constituait un élément stratégique crucial de la puissance militaire. L'impact sur la santé physique des prisonniers fut rapide et mesurable. Les examens médicaux réguliers permettaient de suivre la prise de poids, l'amélioration de la masse musculaire et la récupération des carences nutritionnelles. Les maladies courantes dans les camps japonais, telles que le scorbut, la pélague et la dénutrition protéique, furent pratiquement éliminées grâce aux repas équilibrés et à l'accès aux médicaments et aux soins médicaux. Les prisonniers constatèrent que la discipline et l'organisation ne se limitaient pas aux rations alimentaires, mais s'étendaient à chaque aspect de la vie quotidienne, créant un environnement stable et sécurisé qui favorisait la récupération physique et mentale. Les activités éducatives et récréatives renforçaient encore la compréhension de la puissance américaine. Les bibliothèques du camp contenaient des ouvrages techniques, des journaux et des magazines en anglais et en japonais. Les prisonniers pouvaient participer à des ateliers de formation, des cours de langue ou des activités artistiques et sportives, ces expériences, combinées à la stabilité alimentaire et sanitaire, démontraient que la logistique et la planification américaine ne se limitaient pas à la guerre mais s'étendaient à la gestion complète des individus dans un contexte de captivité. Les prisonniers japonais observaient et apprenaient que la force d'une nation ne résidait pas uniquement dans ses armes, mais également dans sa capacité à organiser, nourrir et maintenir ses populations et ses captifs. La comparaison avec les enseignements japonais renforça la leçon. Les manuels militaires japonais mettaient l'accent sur la discipline, le courage et le sacrifice individuel, souvent au détriment de la planification logistique et de la santé des hommes. Les prisonniers découvriront que les États-Unis avaient intégré la science, la nutrition et la technologie dans chaque aspect de la guerre, créant un système capable de maintenir les forces humaines à leur performance maximale. Cette compréhension transforme leur perception de la guerre et de la puissance. La bataille n'était plus seulement un affrontement d'armes, mais un affrontement de systèmes, de planification et de capacité industrielle. L'expérience dans les camps eut également des conséquences sur les relations entre les prisonniers eux-mêmes. La régularité et l'abondance des repas réduisaient les tensions internes et les conflits liés à la pénurie. Les prisonniers japonais, qui avaient souvent été contraints à la compétition pour la nourriture dans les camps japonais, apprenaient à partager, collaborer et respecter les règles établies. L'organisation américaine démontrait que la justice et l'efficacité logistique pouvaient coexister, offrant un modèle de gouvernance et de discipline différent de celui auquel ils étaient habitués. Au fil du temps, certains prisonniers commencèrent à réfléchir aux implications stratégiques de cette expérience. Ils réalisèrent que la capacité des États-Unis à nourrir et soutenir ses forces et ses captifs constituait un avantage crucial dans la guerre mondiale. La supériorité logistique américaine, matérialisée par des repas équilibrés, des infrastructures de santé et des systèmes de distribution efficaces, renforça la puissance militaire globale et la résilience nationale. Les prisonniers japonais, qui avaient anticipé une guerre basée sur l'épuisement et la privation, comprirent que la planification et la production industrielle américaine surpassaient largement les attentes idéologiques inculquées par leur propre État. La documentation postérieure des expériences des prisonniers confirma ces observations. Les journaux intimes,
Les mémoires et les interviews menés après la guerre révélant un consensus sur l'impact profond de l'abondance alimentaire et de la planification logistique américaine. Les prisonniers décrivant une transformation psychologique durable, une remise en question des croyances inculquées par la propagande et une reconnaissance de l'efficacité américaine. Ichiro Tanaka écrivit « Nous avons cru connaître la guerre et l'ennemi. Nous avons cru à la faiblesse de ceux qui nous nourrissaient. La réalité nous a montré un ordre et une précision que nous n'aurions jamais imaginé. L'observation attentive de la chaîne de production alimentaire renforça cette impression. Les prisonniers notaient que chaque ingrédient, chaque portion et chaque repas étaient le résultat d'un processus minutieusement orchestré. Les légumes étaient sélectionnés, lavés, découpés et cuits selon des standards précis. La viande et les produits laitiers étaient contrôlés pour leur qualité et leur fraîcheur. Les systèmes de stockage garantissaient que rien ne se gâtait, et les outils de mesure permettaient de maintenir la constance des portions. Les prisonniers japonais, dont la formation militaire avait négligé l'importance de la logistique et de l'ingénierie, découvriront que la puissance américaine reposait sur la science et la discipline appliquée à chaque aspect de la vie quotidienne. Cette expérience entraîna également une réflexion sur la culture et la société américaines. La capacité à fournir des repas abondants et équilibrés à des prisonniers ennemis témoignait d'une priorité donnée à la vie humaine et bien-être et à l'efficacité collective. Les prisonniers japonais comprirent que la planification, la technologie et la production industrielle étaient intrinsèquement liées à la culture et à l'organisation sociale. Les États-Unis avaient créé un système où la logistique, l'alimentation et la santé constituaient des éléments centraux de la guerre moderne, renforçant non seulement la capacité militaire, mais également la stabilité morale et psychologique des forces. Les effets à long terme sur les prisonniers furent également notables. Les hommes qui survécurent à la captivité américaine développèrent une compréhension plus profonde de la guerre moderne, de la logistique et de la puissance industrielle. Cette expérience influença leurs perspectives personnelles et professionnelles après la guerre, certains cherchant à intégrer des principes similaires dans leur propre carrière ou dans la reconstruction du Japon. Les leçons tirées de cette confrontation avec l'efficacité américaine contribuèrent à forger une nouvelle vision de la planification, de la gestion des ressources et de l'importance de la technologie dans le développement national. La réflexion finale des prisonniers portait sur l'ironie de la situation. Ceux qui avaient été formés à mépriser l'Amérique et à anticiper sa défaite furent confrontés à la démonstration concrète de sa supériorité industrielle et logistique. Chaque repas, chaque portion, chaque calorie distribuée avec précision constituait un témoignage silencieux de cette supériorité. Les prisonniers comprirent. La guerre ne se gagnait pas seulement sur le champ de bataille, mais également dans la capacité à maintenir la vie, la santé et le moral des hommes. La nourriture, loin d'être un simple besoin physiologique, devint un symbole tangible de la puissance américaine et de l'importance stratégique de la planification et de la production. En conclusion, l'expérience des prisonniers japonais dans les camps américains offrit une leçon durable sur la guerre moderne. La régularité des repas, la qualité de l'alimentation, la planification logistique et la discipline américaine démontrèrent que la puissance ne réside pas uniquement dans les armes, mais dans la capacité à soutenir, organiser et maintenir les forces humaines. Les prisonniers, confrontés à cette réalité, durent réévaluer leurs croyances et reconnaître la sophistication et la supériorité de l'organisation américaine. La vie quotidienne dans le camp, centrée sur les 5000 calories distribuées avec précision, devint un symbole concret de la victoire de la planification et de l'ingénierie sur la privation et l'idéologie. L'héritage de cette expérience se manifesta également dans les mémoires et témoignages postérieurs à la guerre. Les hommes qui survécurent racontèrent non seulement les conditions matérielles,
mais aussi l'impact psychologique profond. Les journaux intimes. Les interviews et les mémoires reflétant un respect silencieux pour la capacité américaine à maintenir ses captifs en bonne santé, à nourrir ses hommes et à organiser chaque aspect de la vie quotidienne avec précision. Cette reconnaissance, bien qu'accompagnée de regrets ou de honte, constitue une leçon historique sur l'importance de la logistique, de la planification et de l'abondance dans la guerre moderne. Le contraste entre la propagande japonaise et la réalité observée fut frappante. Les prisonniers avaient été conditionnés à percevoir l'Amérique comme une nation affaiblie, incapable de soutenir ses forces sur le long terme. La distribution quotidienne de 5000 calories, la qualité constante des repas, et l'efficacité du personnel américain démontrèrent exactement le contraire. La propagande, fondée sur la peur et la dénégation de la puissance industrielle ennemie, fut complètement contredite par l'expérience quotidienne. Cette confrontation directe avec la réalité permit aux prisonniers de réévaluer leur vision du monde et de la guerre. L'importance stratégique de l'abondance alimentaire se révèle également dans les interactions avec les autorités américaines. Les prisonniers japonais compriront que la nourriture n'était pas simplement un acte de bienveillance, mais un outil de stabilité et de contrôle. Maintenir la santé. Le moral et la force physique des prisonniers permettaient d'éviter les révoltes, de réduire les maladies et de maintenir un ordre strict, tout en démontrant la supériorité organisationnelle américaine. Chaque repas servait donc à la fois à nourrir et à instruire, offrant une leçon tangible de la puissance américaine et de l'efficacité de ses systèmes logistiques. La transformation psychologique des prisonniers fut progressive mais profonde. Ceux qui avaient d'abord éprouvé la méfiance, l'incrédulité ou la colère commencèrent à développer un sentiment de respect pour la précision et la constance du système américain. La régularité des repas, la qualité des installations et la compétence du personnel démontraient que la guerre moderne reposait autant sur la planification, la science et la logistique que sur le courage ou les armes. Les prisonniers réalisèrent que leur éducation militaire japonaise avait négligé cet aspect fondamental et que la compréhension de la puissance américaine nécessitait l'observation directe et l'expérience concrète. Au final, la vie quotidienne dans le camp devint un enseignement continu. Chaque repas, chaque activité, chaque interaction avec le personnel américain constituait une démonstration pratique de l'organisation, de l'ingénierie et de la planification. Les prisonniers japonais, confrontés à cette réalité, durant intégrer de nouvelles connaissances et perspectives, reconnaissant que la victoire sur le champ de bataille dépendait autant de la capacité à soutenir la vie humaine que de la puissance des armes. L'expérience des 5000 calories quotidiennes, distribuées avec précision et régularité, devint ainsi un symbole durable de la supériorité logistique américaine et de l'importance de la planification stratégique dans la guerre mondiale. Au fil des mois, les prisonniers japonais observaient la constance et la précision du système américain dans le camp. Chaque détail, du plus petit outil de cuisine à l'organisation des dortoirs, témoignait d'une discipline rigoureuse et d'une planification méticuleuse. Les 5000 calories quotidiennes n'étaient plus un simple repas, mais un symbole tangible de la puissance industrielle et logistique américaine. Pour les hommes, ce régime alimentaire constant devint un repère dans un monde bouleversé par la guerre, révélant que la capacité des États-Unis à maintenir la vie et à restaurer la santé des hommes était un facteur stratégique aussi crucial que les batailles elles-mêmes. Les effets psychologiques se feront rapidement sentir. La régularité des repas et la qualité de l'alimentation réduisaient l'anxiété et la peur de la faim, qui avaient marqué leurs premières semaines de captivité. La coopération s'intensifia, les conflits internes diminuaient et un climat de respect mutuel s'instaurait entre les prisonniers. L'expérience alimentaire, accompagnée d'une hygiène soignée et de soins médicaux constants, transforma leur perception de l'ennemi. Les images de propagande qui les avaient préparés à considérer
l'Amérique comme faible et décadente furent misées en échec. Les installations, la rigueur et l'organisation qu'ils observaient contredisaient tout ce qu'ils avaient appris au Japon. Les médecins surveillaient attentivement la santé de chaque prisonnier, traitant rapidement carences et maladies. Les médicaments, antibiotiques et protocoles médicaux efficaces contrastèrent fortement avec les pratiques limitées rencontrées auparavant. Cette expérience transforma leur perception de la médecine, de la prévention et de la gestion humaine en temps de guerre. Ils compriront que la puissance américaine résidait autant dans la capacité à maintenir ses hommes en vie qu'à engager des batailles. L'expérience eut également un impact moral et culturel. Les prisonniers furent confrontés à un dilemme, reconnaître l'efficacité et l'humanité de l'ennemi tout en ayant été élevés à le mépriser. Chaque repas précis, chaque élite correctement fait, et chaque traitement médical devant une leçon silencieuse sur l'importance de la dignité humaine et de l'organisation. La cohérence et la précision dans l'ensemble du camp illustrèrent que la victoire militaire moderne dépendait autant de la logistique et de la gestion des hommes que de la force des armes. Les témoignages postérieurs à la guerre confirment l'impact durable de cette expérience. Les journaux In Times et Mémoire soulignant que les 5000 calories quotidiennes et la régularité des repas influencèrent profondément leur santé physique, leur morale et leur perception de l'ennemi. Ichiro Tanaka écrivait « Nous avons cru connaître la guerre, mais chaque repas nous montrait que la vraie puissance résidait dans la planification, la précision et la constance. Les prisonniers appriront que la force d'une nation ne résidait pas seulement dans ses armes, mais dans sa capacité à soutenir et maintenir la vie de ses hommes et captifs. Au retour au Japon, certains cherchèrent à appliquer ces principes dans leur vie professionnelle et dans la reconstruction du pays. L'expérience démontra que l'efficacité industrielle et la planification rigoureuse étaient un des leviers essentiels pour renforcer une nation. Les symboles concrets des 5000 calories quotidiennes resta un rappel puissant que la guerre moderne ne se gagnait pas seulement par la bravoure et les armes, mais par l'ingéniosité, la discipline et l'attention aux besoins humains. Ainsi, les prisonniers quittèrent le camp transformé, porteurs d'une compréhension nouvelle de la guerre, de la logistique et de la puissance industrielle. Les souvenirs des repas abondants, des infrastructures impeccables et de la discipline méthodique continueront à influencer leur perception de la puissance et de la moralité bien après la fin du conflit. Les 5000 calories quotidiennes demeurèrent un symbole durable de la supériorité américaine et de l'impact psychologique profond sur ceux qui y furent confrontés. À suivre, deux autres histoires exceptionnelles vous attendant tout juste à l'écran. Si celle-ci vous a plu, ne passez pas à côté des prochains. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.